Alors, ce que j'allais vous dire, c'est que la génération des futurs aînés, les baby boomers dont je suis, dont je fais partie, voudra certainement vivre dans un environnement différent de celui de nos parents. Alors, ça veut dire quoi? Bon, on a entendu toutes sortes de suggestions ce matin. Hein? Est-ce que ça voudra dire vivre dans un condo? Est-ce que ça voudra dire vivre dans une résidence pour aînés? Ou on pourra appeler ça éventuellement le complexe des 55+. Tu sais, j'ai eu une idée. Ah, pas pire quand même, hein? Dans une habitation intergénérationnelle, en fait, on l'a constaté ce matin et on va encore le constater cet après-midi, il y a des choix multiples qui s'offrent à nous. Les professionnels du domaine de l'habitation ont du pain sur la planche à dessin pour satisfaire ceux qui vont représenter bientôt, on l'a dit aussi ce matin, plus de 25% de la population d'ici 2031. Et c'est pas des blagues, là. C'est le quart de la population qui auront 65 ans et plus d'ici 2031. Avant d'aller plus loin, moi, j'ai envie de vous dire, parce que nous nous sommes quittés tout à l'heure sur une note très dynamique, n'est-ce pas? Hein, il a fallu que je fasse un peu de discipline. Et ce que j'ai envie de vous dire, parce que les différences, c'est ça qui fait que jaillit la lumière et jaillit les bonnes idées. Et tout à l'heure, on parlait de résidence soit pour 35 personnes ou de résidence pour 500 personnes. Et savez-vous à quoi ça m'a fait penser? C'est un peu comme choisir de vivre soit à la ville ou à la campagne. Hein? Si je décide d'aller habiter dans une résidence où il y a 500 personnes et plus, est-ce que je peux appeler ça un peu la ville? Puis c'est un choix de vie. C'est pas mauvais en soi de vivre en ville, mais il y a aussi des gens qui décident d'aller vivre dans des résidences de 50 personnes et moins. Est-ce qu'on s'entend pour dire que c'est un peu comme si on allait vivre à la campagne? Et c'est pas mauvais en soi non plus. Il y a donc des avantages à vivre dans ces deux sphères qui sont complètement différentes et quelque part qui peuvent aussi se compléter. Alors, je pense que on n'est pas là pour se taper dessus. On n'est pas là pour dire que l'autre n'est pas bon. Hein? On est là pour regarder les différences et essayer de les apprécier et essayer d'améliorer le sort de chacun de ces types de résidences. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Bon, alors on va partir sur une bonne note. Bon, alors je vous présente, et justement les deux conférenciers que nous allons entendre, j'ai parlé avec eux pour préparer ce colloque. Et ça va être très, très intéressant. Écoutez-les bien, prenez des notes, parce que ça va être fascinant ce qu'ils auront à nous dire. Ils vont aussi nous donner des exemples de ce qui se passe ailleurs. Alors, je pense que de regarder ailleurs, ça va nous permettre aussi d'avoir un meilleur vécu. Puis j'ai envie de vous faire une petite parenthèse. Moi, depuis ce matin, là, savez-vous ce que je me dis? Mon Dieu, mais c'est il y a 10 ans qu'il aurait fallu faire ce colloque. Hein? Il me semble qu'on serait bien plus en avant, mais en tout cas, mieux vaut tard que jamais, comme dirait l'autre. Donc, je vais vous présenter le premier intervenant, qui est M. Maxime Alexis Frappier, architecte associé, ACDF, MOAQ et MIRAC. M. Frappier fait partie de la relève architecturale du Québec. Son implication à plusieurs niveaux lui permet de participer au dialogue collectif sur l'architecture et la place qu'elle occupe dans la société québécoise. À titre d'associé fondateur et concepteur de la firme ACDF, qui compte déjà plus de 35 collaborateurs, Maxime Alexis Frappier parle d'architecture comme on raconte une histoire. Il propose une architecture remplie d'imaginaire, de poésie et aussi de créativité. Il utilise une multitude d'outils de développement et de représentation pour explorer et également réaliser ses œuvres. Les formules d'habitation pour les aînés sont en pleine évolution, on le sait, on l'a vu et on le verra. Les désirs et les besoins changent avec la génération, encore une fois, des baby boomers. C'est de notre faute, que voulez-vous? Les réalisations de M. Frappier témoignent d'une sensibilité maîtrisée et d'une réflexion élaborée à l'égard des différents enjeux. Je suis convaincue qu'il a d'excellentes idées sur sa planche à dessin. Mesdames, Messieurs, accueillons M. Frappier. Vous avez 20 minutes.
Mon grand-père aurait été heureux de vous entendre et vous admirait, là, autant que Jean-Luc Mongrain. Alors, écoutez, là, ça serait pour lui aujourd'hui une journée mémorable. Et vous me regardiez quand vous étiez petit, c'est ça? Je suis pas sûr que je l'aime quand on me la sert, celle-là. Ce qu'il faut vous faire comprendre, c'est que je suis du côté du soleil levant, pour reprendre l'expression un peu plus tôt, et je n'aurai jamais les cheveux gris, parce qu'ils vont tomber avant de devenir gris. Alors, je vous rassure tout le monde, je ne suis pas un robot, je suis en chair et en os. Je vous remercie beaucoup. C'est très touchant d'être ici, pour moi aussi. Je vous ai parlé de mon grand-père, mais il est décédé il y a 2 semaines. Et j'ai eu à vivre avec mon grand-père et mon père cette fameuse expérience-là, comme accompagnateur, si on veut, de placer des parents, de la famille, dans un foyer. En plus d'en faire beaucoup aussi, et ce que je vais vous montrer un peu ici dans ma présentation. Je prends quand même 30 secondes pour vous sortir quelques mots-clés que j'ai retenus depuis le début, et c'est vraiment été des présentations super éloquentes. Vous savez, dans notre pratique architecturale, et ce que je dis toujours de faire à mes étudiants, je ne le fais pas toujours à moi, parce que j'enseigne à l'Université de Montréal aussi, je leur dis, prenez un recul, affichez au mur, reculez-vous et regardez ce que vous faites. Et vous allez avoir une meilleure approche par la suite pour poursuivre votre projet. Aujourd'hui, pour moi, c'est un recul super important, très, très, très intéressant avec toutes vos interventions. Les questions aussi qui proviennent du public me touchent beaucoup aussi. Alors, j'ai relevé des mots-clés. Isolement, échelle humaine, sécurité, mixité, faciliter la vie de tous les jours, la rigueur de la conception qui est requise pour concevoir maintenant les espaces, la nostalgie, M. Paré, je sais que vous êtes un grand nostalgique pour vous connaître, mais effectivement la nostalgie, l'intimité, parce que pour nous, apprendre à vivre en collectivité, ça doit se faire par la préservation de l'intimité. Sans intimité, il n'y a pas de projet collectif, il n'y a rien qui peut faire. On est quand même des êtres humains qui ont besoin de recueillement, de se retrouver. La religion, qui avait une place très importante dans la société, est de plus en plus dissipée, si on veut. Là, notre génération, on ne pratique plus vraiment la religion. Donc, cette notion-là du recueillement, de la spiritualité, qui n'est pas nécessairement religieuse, il faut être capable de la retrouver dans un centre de personnes âgées. Il faut être capable d'avoir ces lieux-là pour se retrouver seul, à 2, à 3 ou à 4, et ne pas se sentir dans un centre d'achat du vieux. Alors, pour moi, ce mot-là, il est très important. Vous allez voir dans la description des projets qu'on va en faire. Alors, je vais commencer par rapidement vous décrire un peu qui nous sommes. Alors, on a commencé, nous, notre pratique dans cette notion d'habitation collective, qui est un peu différente de la notion d'habiter en semi-collectif. Donc, collectif, on a commencé, nous, à faire beaucoup de projets pour des communautés religieuses partout au Québec. Alors, communautés religieuses qui sont vieillissantes, évidemment, qui ont des parcs immobiliers importants, et une réflexion, on les accompagne pour réfléchir comment procéder à la suite des choses, comment ramener des sœurs à la maison mère, comment construire des infirmeries pour prendre soin de ces sœurs-là, comment faire en sorte que les sœurs qui sont autonomes puissent aider les sœurs non autonomes. Alors, il y a là vraiment une réflexion qui a commencé chez nous il y a plusieurs années sur comment, dans une communauté, dans un petit village, surtout des religieuses, comment on peut, par l'architecture, aider à la transition, aider au passage, aider à développer aussi cette espèce de un regard d'entraide entre elles, même si on peut penser qu'ils ont toujours la foi puis la bonté d'âme de toujours vouloir s'entraider. L'architecture contribue à aider puis à épanouir les sœurs. Alors, quelques projets qu'on a réalisés, donc vous voyez ici là, plusieurs images, des projets à Rimouski, des projets à Nicolet en haut à gauche, des projets ici donc à Sherbrooke pour des infirmeries des sœurs, des filles de la charité, de l'Enfant Jésus. Alors, des projets qui vont toujours aller chercher quelque chose de particulier, là. On parle de matériaux qui sont naturels, des matériaux qui nous ramènent à notre enfance, on parle de nostalgie, on parle d'une vraie matière qui fait en sorte que les gens se sentent bien dans ces bâtiments-là, sans que ce soit de l'architecture du style du passé. C'est une architecture qui est vraie, qu'on peut toucher, qu'on peut sentir, qu'on peut avoir des percées lumineuses, qu'on peut se laisser inspirer par les sens, et ça, c'est extrêmement important. Les sens, ça va par l'odorat aussi. On peut penser que l'architecture n'a pas d'impact sur l'odorat, mais c'est un très grand impact. Quand un architecte décide de placer une cuisine non loin des espaces de rassemblement pour qu'on puisse sentir des biscuits à mélasse qui vont être faits par la sœur Rachel, bien, ça a un impact énorme. Ça ouvre l'appétit, ça fait en sorte que les gens ont envie de se rencontrer, il y a de l'échange qui se fait, puis ça rappelle des mémoires du passé. Les galettes à l'avoine, les crêpes au sarrasin, c'est des mémoires, c'est des choses importantes, c'est les sens. Puis à la fin de notre vie, les gens, on avance en âge, les écarts de hiérarchie sociale diminuent. On se retrouve comment? On se retrouve parce qu'on est des humains, puis on a des sens, puis on a des échanges à faire. Alors, les projets qu'on a cherché à faire avec les sœurs étaient évidemment axés beaucoup là-dessus, et ils le sont encore toujours.
On a par la suite commencé à faire des projets de plus en plus dans le milieu privé et essayer progressivement d'apporter cette notion-là. J'entendais évidemment certains gens peuvent critiquer des grands projets, des plus petits, des plus gros. C'est un monde en pleine transformation. Il y a beaucoup de gens dans des projets d'une certaine envergure qui s'y plaisent beaucoup. Et finalement, tout dépend de la qualité de la planification, mais évidemment des gens. C'est les gens qui prennent soin, mais des gens qui sont dans un bel espace, des gens qui sont dans un espace qui est lumineux, qui est flexible, qui est bien ventilé, qui est bien proportionné, que leur bureau n'est pas trop mal acoustique parce que c'est pas bien traité puis il n'y a pas assez de surface absorbante. Ça, c'est notre travail comme architecte. L'architecte ne fait pas juste des images, il crée le milieu de vie propice à améliorer le service aux gens qui y sont. Alors, c'est ce qu'on fait. Des fois, ça ne paraît pas toujours. On montre toujours du visuel, on montre des images, on montre des photos. Mais dites-vous qu'au-delà de ça, les gens qui sont en conception dans ces projets-là amènent quelque chose de plus, une plus-value. Et évidemment, ça dépend de la qualité des équipes qui sont mises en place. Alors, bon, on fait le tour, là, les quelques projets qu'on est en train de réaliser dans le milieu collectif. Je parle vite, hein, mais ça va, vous suivez. Ça passe pas si mal. La prochaine image est assez évocatrice, au-delà de toute l'expérience qu'on peut avoir en ayant fait presque, je ne sais pas, 1500 logements depuis 4-5 ans, plus tous les projets religieux. Là. Moi, j'ai eu le plus grand apprentissage il y a 2 ans quand j'ai placé mon père. Et que mon père nous a lancé vraiment beaucoup de bêtises en nous disant qu'on le retirait 3 prix, je suis out, vous m'enlevez de ma résidence. Mon père avait des pertes de mémoire, sa conjointe n'était plus capable de pouvoir vraiment porter attention. Alors, j'ai compris maintenant qu'il y avait 3 éléments importants à comprendre et avec lesquels il fallait travailler dans le futur. Cette notion de transition à gérer. J'ai des jeunes enfants. À chaque fois qu'il y a une transition dans la routine, il y a un risque de dérapage. Eh bien, c'est la même chose dans la vie, dans une vie plus avancée. Quand on change la transition, quand on change le milieu de vie, il y a un risque de bouleversement émotif. Et quand on dit bouleversement émotif, on dit chamboulement, crise, perte de repères. Alors, j'ai compris que cette notion de repère était extrêmement importante. Même dans un grand projet, il faut trouver une façon de reconnecter les gens à un nouvel habitat en leur créant un lieu auquel ils vont s'associer, mais auquel ils peuvent se repérer aussi. La notion d'intimité à préserver, dont j'ai parlé, qui est extrêmement importante, et apprendre à vivre ensemble. Parce que pour certains, je parlais avec une collègue avec qui on fait des projets ici, Marianne, on parlait des religieuses, et les religieuses ont appris toute leur vie à vivre en communauté. On est dans un monde de plus en plus individualiste. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est que la transition est plus difficile à accepter. On était habitués à faire nos petites choses, regarder nos trucs, regarder les jeunes au restaurant, ils ne se parlent plus, ils regardent leur téléphone. Alors imaginez, là, on a du chemin à faire avant de leur apprendre à vivre ensemble. Alors, ils apprennent à être en relation avec les autres en ce moment par l'ordinateur, par Facebook, par des médiums qui sont tout autres. Mais apprendre à vivre ensemble, ça, c'est de l'apprentissage et c'est des équipes internes de programmation, d'activité qui doivent comprendre cette chose-là. On ne gave pas une oie pour faire un foie gras, là. On l'amène à comprendre qu'il peut bien vivre avec les autres et ça se fait avec du temps. C'est ce qu'on a fait avec mon père et maintenant, il est très heureux. Il est très heureux parce qu'il s'est donné un sens à sa vie. Il est capable d'aider les gens. Il leur enseigne à faire des toiles, à faire la peinture. C'est un artiste peintre. Et il s'est pleinement épanoui dans ce nouveau milieu-là. Qui dit habitat humain, je sais qu'on a parlé un peu, je vais faire vite, mais l'habitat humain, là, ça regroupe 2 types d'espaces. Donc, l'espace qui est individuel et l'espace qu'on dit donc collectif. L'espace individuel, bon, la maison Monopoly transformée que vous pouvez voir ici, là, c'est une image un peu frappante. La maison individuelle, qu'est-ce que c'est finalement? C'est un lieu qui peut répondre à chacun à vos besoins, auxquels vous vous identifiez, et vous vous sentez bien, vous vous sentez confortable. Un espace collectif et semi-collectif, c'est au moment où on décide de prendre chacune de ces petites maisons-là Monopoly, puis de les mettre ensemble, dans un ensemble, joints ou disloqués. C'est ce qu'on appelle des maisons qu'on appelle collectives et semi-collectives. Une maison de religieuse, c'est un espace qu'on dit collectif, parce que les gens habitent vraiment ensemble à l'intérieur d'une grande maison avec chacun leur chambre. Des résidences pour personnes âgées ou des résidences plus petites, plus grandes, c'est des espaces semi-collectifs. Chacun habite dans son unité, dans sa nouvelle maison, à l'intérieur d'un cadre prescrit, régi, défini, mais il a sa propre résidence. Alors, quand on dit aux gens, on n'est pas prêt à aller en résidence, on n'est pas prêt... Si on arrive à créer cette espèce de notion de cellule, de nucléus, là, où les gens vont se sentir très, très, très confortables dans leur cellule, ils sont capables de cohabiter, parce qu'ils ont encore ce lien-là avec un espace qui leur est défini et qui est pour eux. Un des architectes assez célèbres, Le Corbusier, comme beaucoup d'entre vous doivent connaître, a étudié cette notion-là d'espace collectif il y a bien longtemps, dans l'époque du modernisme. Ça a été décrit, ça c'est la Cité radieuse à Marseille, où il s'est interrogé, est-ce qu'on est capable de s'inspirer des villages et de créer, dans un seul bâtiment,
un village avec plusieurs typologies différentes, avec un hôtel, avec des garderies, avec des services de proximité, créer une espèce de machine à habiter avec plusieurs typologies mélangées ensemble. Bon, est-ce que ça fonctionnait plus ou moins? Mais il a mis la table à ce qui se fait présentement, c'est-à-dire essayer de faire des grands complexes immobiliers où on introduit plusieurs services pour créer une espèce de dynamisme, puis le même dynamisme qu'on peut associer à la ville. Et vous allez voir plus tard dans mes présentations où on va re-questionner ça, puis voir si vers le futur, il n'y a pas quelque chose de différent qui peut se faire. Vous allez remarquer quand même qu'il y avait déjà là des très, très grandes interrogations sur la qualité des logements. Offrir des logements avec de la ventilation transversale, offrir des logements qui étaient adaptables, épurés, pour permettre aux gens d'être capables de pouvoir les aménager à leur image, à eux. On n'est pas obligé de forcer les gens à habiter dans un style architectural. On peut leur offrir la simplicité, la pureté, le blanc, et ils mettront leur tableau, ils vont se l'approprier eux-mêmes. C'est ce qui est important. Alors, voyez-vous ce qui se fait, là? En ce moment, on est dans un milieu d'orgie architecturale. Excusez-moi le terme, là. Et j'ai pas peur de le dire. Je me suis fait un petit peu chicaner quand j'ai dit ça à la Radio-Canada l'année passée, mais on fait partie d'une architecture où tout le monde veut se mettre du rouge à lèvres, sur les joues, à l'intérieur des oreilles, en autant que tout le monde me voit. C'est l'architecture d'aujourd'hui dans l'effervescence du marché de condos montréalais et des grandes villes du Québec. Dans un marché qui est aussi effervescent, et pour avoir voyagé souvent en Asie, c'est la même stratégie. Comment se faire remarquer quand on est promoteur pour qu'on puisse acheter mon condo? Il faut être criard, et vous allez m'excuser de l'image, là, mon épouse n'est pas d'accord quand je dis ça, mais il faut avoir une mini-jupe, il faut avoir le grand décolleté, il faut avoir le gros rouge à lèvres rouge. Ça frôle la vulgarité. Alors, excusez-moi, je suis un peu critique, là, c'est des confrères, mais j'ai quand même un des bâtiments qui est là. Non, il n'est pas là. Je l'ai peut-être enlevé. Mais ce que je veux expliquer par là, c'est qu'on est en danger. L'architecture s'en va dans une direction qui n'est peut-être pas la meilleure. L'habitation, normalement, qu'elle soit collective, condo, semi-collective, résidence de personnes âgées, l'habitation, c'est du générique. Ce n'est pas là pour voler le spectacle urbain, ce n'est pas là pour être le point de mire. Il faut faire des espaces qui sont intéressants, qui sont intelligents, qui offrent quelque chose de particulier, de plus intéressant. Mais au lieu de le mettre sur une architecture qui est complètement extravagante, on pourrait prendre les mêmes sous puis le mettre sur la qualité de matériaux, sur des espaces plus ventilés naturellement, sur la luminosité qui pénètre à l'intérieur des espaces communs, sur des transparences qui sont moins intéressantes, d'avoir un petit peu plus de pieds carrés. Alors, il y a une notion d'avoir une certaine forme de retenue, d'avoir cette retenue architecturale qu'on cherche à développer. Le marché du domaine de résidence personnes âgées, vous voyez plusieurs projets ici un peu partout au Québec, que ce soit à Rimouski, à Montréal, ça, c'est Boisé-Notre-Dame, donc à Laval. Vous avez les projets ici en bas qui sont plus à Québec, puis un autre ici sur le bord de la 40. Donc, plusieurs projets un peu partout que j'ai ramassés, là. On n'est pas encore dans cette notion-là d'orgie. Il y a un contrôle, il y a une sobriété qui est encore là. On est quand même dans des bâtiments de très grande ampleur. Et là, j'ai vraiment sorti les bâtiments de plus grandes, les bâtiments avec beaucoup de pieds carrés. Mais on n'est pas encore dans cette espèce d'approche où on cherche à tout prix à être clinquant. Alors pour moi, là, c'est la bonne nouvelle. C'est qu'on est à une période où il y a encore place à amélioration, mais on n'a pas versé dans le mauvais goût où on doit à tout prix impressionner. Par contre, puisque comme vous le disiez, Mme Cazin, 25% va être public cible, il y a danger que ça devienne ça et qu'on s'égare des vrais besoins des gens, des espaces intérieurs qui sont potables, qui sont intéressants, des programmations et tout ça, mais on va en parler un peu plus tard. Alors, la tendance actuelle, et là, je vais vous parler à plus long terme que juste les baby boomers, là. La société change comme ça se peut pas. Dans mon quartier où on a un bureau dans Villeray, dans Myland, il est apparu récemment des pianos urbains. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est un piano urbain. Alors, la Ville de Montréal subventionne des pianos qui sont mis sur la rue, qui sont fermés le soir à cadenas, mais c'est extraordinaire. Le midi, les gens, n'importe qui peut commencer à jouer du piano. Les travailleurs vont chercher leur sandwich, viennent s'asseoir sur le trottoir, écoutent les gens jouer du piano. Il y a un esprit de communauté qui se crée autour d'un piano urbain. Les gens se réapproprient la place publique. Et le week-end, les enfants vont prendre leur cours de piano dans la rue, avec d'autres enfants qui passent, qui sont intéressés par le piano. Leurs parents leur ont peut-être jamais introduit au piano dans une autre situation. Il y a là une notion qui est en plein changement. Les gens commencent à s'habituer à vivre dans beaucoup plus petit. Puis je faisais une anecdote un peu plus tard. Vous savez, on a hérité à un moment donné d'un gros meuble en chaîne de mes grands-parents. Le meuble devait être profond comme ça. Je n'étais pas capable de le lever à 3 gars. Il y avait des télévisions cathodiques sortes profondes. Il n'y a plus ça, là. Les télévisions sont accrochées au mur ou sont directement sur l'ordinateur. Les gens ont là. Alors, les logements sont de plus en plus petits. Et les gens d'une génération de 40 ans, 50 ans, sont d'une génération qui est beaucoup plus basée sur le divertissement. Et je comprends quand monsieur ici a parlé d'Altus, en début de présentation, a parlé de cette notion de requalification de toutes nos villes
périphériques à Montréal, où il y a eu les Power Centers, donc les grands zones de stationnement avec les grands magasins et grandes surfaces. Les centres-villes se sont toutes transformés, sont en train de se transformer. Vous remarquerez, par exemple, à Saint-Bruno de Montarville, des restaurants, des cafés, des petites salles de spectacle, tout devient divertissement. Alors, les gens, maintenant, ce qu'ils font, ils ne restent plus chez eux. Ils sortent de la maison et ils vont dans les lieux qu'on appelle les plus 1. Alors, vous avez un 3,5 plus 1. Le plus 1, qu'est-ce que c'est? C'est le centre aquatique, c'est la bibliothèque, c'est le Tim Hortons, c'est le café du coin, c'est la garderie parce qu'on va faire du bénévolat. Les gens ont besoin de bouger, sont moins intéressés, du moins la plus jeune génération, à rester dans leur place, moins captifs. Alors, il y aura peut-être là une façon de voir que les gens veulent rester intégrés dans leur milieu. Est-ce qu'on a besoin de leur offrir tout ça? Est-ce qu'on a besoin d'offrir des cinémas intérieurs? Est-ce qu'on a besoin de leur offrir des driving ranges de golf? Est-ce qu'il n'y aurait pas là une façon de vivre différemment, beaucoup plus intégrée à la société, mais avec un produit qui laisse un petit peu plus de liberté? Peut-être qu'on s'adresse là encore plus vraiment aux gens beaucoup plus autonomes, parce qu'à un certain moment donné, on vieillit, puis on grandit, puis on évolue, puis on perd l'autonomie. Encore là, une fois, ces complexes-là devront réfléchir à cette notion de transition. Mon père a l'Alzheimer. Pour l'instant, il est encore capable d'être seul dans son studio. Dans 4 ou 5 ans, on va devoir gérer une autre transition. Et cette notion de transition, je pense qu'obligatoirement, on va devoir introduire, peut-être même forcer, cette notion de vouloir avoir une rétention, de garder les gens à l'interne et de vraiment penser à leurs besoins à eux pour que progressivement, au fil du temps, ils puissent vivre confortablement dans des lieux sécuritaires, mais quand même ouvrir la porte à la mixité. Dans ce changement-là, vous allez voir quelques tendances qui commencent à être remarquées un peu partout dans le monde. Alors, premièrement, mixité des typologies, ce que je viens de vous expliquer. On va chercher à avoir des développements de plus en plus mixtes, qui s'insèrent dans leur milieu ou qui proposent différents produits pour éviter la fameuse ghettoisation que beaucoup ont peur de se sentir à être stationné dans un lieu où là, on est confiné à ce milieu-là, puis on se sent plus utile, on se sent retiré, on ne se sent plus participatif nécessairement à la société. Alors, vraiment un modèle de village, pas nécessairement à la façon de Le Corbusier, dans un seul bâtiment, mais plutôt une belle fragmentation. L'image que vous voyez plus haut le montre un peu, là. Déjà, au point de vue architectural, au point de vue du design extérieur, on peut commencer à fragmenter, et même si c'est seulement un bâtiment, on peut donner quand même cette notion d'illusion d'échelle humaine sans être obligé d'imposer un même traitement architectural sur l'ensemble des façades. Donc, vous voyez comme exemple ici un bâtiment qui est fragmenté en différentes portions, des fois un bâtiment un peu plus haut, un petit peu plus bas. Ça peut peut-être paraître que, bon, il y aura peut-être des petites conciergeries de 40 logements, il y aura peut-être un centre de personnes âgées de 150 chambres, mais il y aura peut-être une unité de 15 unités, des 4,5 avec des gens plus autonomes, dans un milieu de vie qu'on appelle urbain, c'est-à-dire mixte, avec des différences. Puis c'est par les différences que les gens finissent par se rassembler. Qu'est-ce qui unit les gens dans la différence? C'est les espaces communs. Alors, on va remarquer que dans le futur, les espaces communs civiques extérieurs vont prendre de plus en plus de place dans cette notion j'appelle ça le échelon de rapprochement, mais c'est vraiment cette notion d'avoir un trait d'union entre les différences, les hiérarchies aussi, place dans la société. Les places civiques deviennent des espaces neutres de rencontre. Plusieurs autres tendances, donc espace public, diversité esthétique architecturale, comme j'ai expliqué. Évidemment, le développement de plus en plus de cités éco-responsables, on va en venir un peu plus tard. Cette notion du respect envers l'environnement, les gens sont de plus en plus sensibles à ça. Alors, dans la tendance, on sent que ça, de plus en plus, les projets deviennent pas juste un lieu où on va habiter, mais presque un lieu de pédagogie. Alors, on parlait un peu plus tôt, en intervenant en haut, d'espace, place à la pédagogie, mais les bâtiments qui seront de plus en plus responsables vont aussi être très intéressants à habiter parce que l'humain va avoir un rôle à jouer sur l'opération, la façon de faire. Merci, oui. Alors, dans les tendances des principes d'aménagement commun, je ne répéterai pas parce que peut-être que mon collègue va pouvoir passer un peu là-dessus, puis on en a parlé beaucoup, mais notre vision à nous, c'est évidemment des espaces communs variés qui permettent de la cohabitation. Cohabitation, ça ne veut pas dire qu'on est tout le monde ensemble. Ça veut dire que quand on veut être ensemble, on est ensemble. Mais quand on veut être à 2 ou à 3, puis jouer au bridge, puis pas se faire déranger tout le temps par monsieur un tel qui est donc accaparant, puis on est capable d'aller se cacher un peu dans un coin, puis de bien vivre, puis d'être quand même ensemble, mais en préservant une certaine forme d'intimité. Ça veut dire que des bâtiments aux étages, à certains endroits, peuvent avoir des pieds carrés perdus pour mettre une table de bridge. On peut se rencontrer au 3e étage pour jouer au bridge. On n'est pas obligé de descendre dans le salon en commun où tout le monde qui rentre dans la résidence va nous voir jouer, puis où tout le monde va vouloir venir nous demander « Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là? Puis là, qu'est-ce qui se passe? » Mais il y en a qui ne peuvent pas vivre dans ces grands lieux-là parce qu'ils se sentent attaqués. Ils se sentent qu'on pénètre dans leur bulle. Alors, c'est des aménagements qui doivent permettre la cohabitation.
réintroduire l'art et l'artisanat, c'est quelque chose qui nous touche beaucoup, ça. Le travail de la main, le travail le façonnage de l'esprit. Alors, je ramène encore au sens, mais j'ai été impressionné de voir un peu plus tôt dans les expositions, le groupe Maurice qui a organisé une exposition générale, puis on fait une compilation, donc une notion à l'humain qui est ramenée à l'intérieur des bâtiments, donc pas juste des traitements préfaits sur les murs, mais ramener l'art intégré à l'architecture pour stimuler, pour, encore une fois, amener quelque chose de peut-être plus pédagogique aux aménagements intérieurs. À l'intérieur des logements, bon, on parle toujours de préservation de l'intimité. Un logement habitable. Habitable qui offre des qualités habitables et d'intimité. Quand on ouvre une porte de logement et qu'on voit tout de suite l'espace où les gens sortent de leur chambre ou de leur salle de bain, ça veut dire qu'une intervenante qui vient ouvrir la porte pour donner les médicaments à M. Frappier, on ouvre la porte, M. Frappier peut être en caleçon, ouvert, presque à nu, dans le corridor. Ça, c'est des logements qui sont mal désignés. C'est des logements qui ne préservent pas l'intimité. Alors, cette sensibilité-là à comprendre qu'il y a une progression de l'espace public, semi-public et privé, c'est extrêmement important à contrôler. Ça ne veut pas dire qu'on se paye des logements plus grands. Ça veut pouvoir dire qu'il peut y avoir des panneaux coulissants qui vont séparer des espaces, puis qui vont nous assurer une plus grande privauté. Je vous invite à être attentif à ça dans vos prochaines visites. Un design beaucoup plus neutre, comme j'ai dit, pour que les gens puissent s'approprier les logements. Des logements ergonomiques. Il n'y a pas de raison d'avoir des prises électriques trop hautes. Il n'y a pas de raison d'avoir des espaces de cuisine qui ne fonctionnent pas bien parce que les comptoirs sont trop hauts. Alors, l'ergonomie va devenir très, très, très importante dans les logements et devrait l'être de plus en plus. Et évidemment, donc, l'ensoleillement maximal. J'en parle beaucoup de l'ensoleillement, mais beaucoup de projets sont des gâteaux Duncan qu'on répète. Alors, le gâteau Duncan, il est bon, mais il n'est pas bon sur tous les sites en architecture. L'architecture doit être faite sur mesure, sur chacun des sites. Et ça, c'est là où on mène un combat de tous les instants. Bon, l'architecture responsable, on pourra revenir, mais évidemment, miser sur l'architecture qui va être toujours de plus en plus efficace au point de vue énergétique, qui va parler non seulement de l'enveloppe, mais aussi beaucoup de la compacité. Je vais passer vite parce que je voudrais vous montrer un peu ce qu'il fait dans le monde. Développement d'éco-quartiers. À Estimoville, à Québec, ils sont en train de développer un quartier extraordinaire où il va y avoir une gestion des eaux. Donc, je vous amène ça parce que de plus en plus, vous allez être sensible à cette notion-là. Les gens vont chercher à se sentir impliqués dans la poursuite de notre vie commune, c'est-à-dire on vit sur Terre. Alors, les projets d'architecture vont de plus en plus aller dans cette direction-là. Et pour certaines personnes, ça devient une deuxième carrière, là, de commencer à appartenir à une maison où on va faire de la culture biologique, où on va apprendre à faire pousser des tomates sans engrais, où on va avoir des petits pommiers, puis on va faire de la compote, puis on va s'amuser. Alors, toute cette notion-là de retourner aux valeurs traditionnelles. Je vous montre cette image-là peut-être en conclusion, une idée qui peut-être peut devenir le trait d'union en tous les espaces. On me donne une minute, on viendra par la suite pour les exemples. Alors, vivre à la maison tout en étant en résidence. Est-ce qu'il n'y aurait pas là une façon de commencer à comprendre qu'il peut y avoir des satellites, il peut y avoir des cellules de vie de toutes formes, de toutes sortes, de toutes grandeurs, 10, 12, 15 unités, des fois une seule unité. Est-ce qu'il n'y aurait pas place à bâtir un réseau de personnes âgées qui appartiennent à un centre, à un cœur, qui est desservi par des services communs? Comme un CLSC le fait en traitement à domicile, est-ce que le centre de personnes âgées ne pourrait pas avoir un réseau complet qui permet d'offrir différentes avenues, qui permet, tout en se sentant en sécurité? Quelqu'un qui a une maison déjà payée et qui, du jour au lendemain, doit investir 1 500 $ par mois dans son loyer, 1 500, mettez-le sur 3 ans, ça fait combien? Disons 1 000 $, ça fait 36 000 $ sur 3 ans. 36 000 $, là, on peut aménager un logement puis le rendre accessible puis le rendre ergonomique. Alors, il y a une réflexion à avoir sur cette notion de pourrait-on accommoder, transformer, construire de nouvelles unités, mais en ayant des gens comme des partenaires et créer vraiment un réseau qui ouvre la porte à autre chose que ce qu'on peut voir en ce moment dans tous les produits. Alors, quelques projets audacieux dans le monde, vous allez voir, puis ça, c'est aussi une critique architecturale, je les passe très rapidement, mais vous voyez des projets qui sont faits dans les Pays-Bas extrêmement audacieux, où on cherche à rendre le centre de personnes âgées le lieu excitant à aller. C'est comme ça qu'ils ont cherché à essayer de convaincre les gens. Ce que je dénonce un peu, parce que c'est exactement dans la même tendance qu'on peut vivre ici, où les gens cherchent à faire à tout prix du spectaculaire. Mais vous voyez que dans les pays aussi européens, c'est pas toujours des exemples à suivre. Mais on a cherché à créer des folies urbaines comme ça pour faire en sorte que les gens se sentaient appartenir à quelque chose de nouveau et de très, très audacieux. D'autres projets sont beaucoup plus dans la sobriété, mais la richesse des matériaux, vous allez remarquer, dans chacun des projets, on parle de richesse des matériaux. Des très grands centres de personnes âgées qui sont fragmentés, des plus petites maisons
individuels, autonomes, mais qui proposent une mixité sociale. Alors, des jeunes familles qui sont intégrées, des parcs au centre, les personnes âgées qui peuvent venir surveiller, qui peuvent participer à la garde des enfants, où les gens se sentent intégrés, mais des projets faits de toutes pièces au complet qui parlent de mixité. Vous avez des projets qui sont encore là très audacieux, mais vous voyez à l'intérieur où on propose des logements beaucoup plus sobres, tout en blanc, qui permettent des murs d'affichage, qui permettent d'avoir les gens peuvent s'approprier, et des espaces communicants avec beaucoup de luminosité, beaucoup de transparence de hauteur, mais vraiment l'antithèse du grand corridor qu'on peut connaître ici de 500 mètres dans certains projets. D'autres projets à petite échelle urbaine, encore une fois, des grands complexes qui sont faits, ça c'est plus dans les pays nordiques, où on voit qu'il y a plusieurs typologies différentes, des espaces extérieurs communs, des espaces qui sont partagés, mais aussi un cœur, un noyau, l'espace où les gens se retrouvent. Ils sont encore capables d'aller dehors, les personnes âgées. Là. Vous êtes capables encore de marcher. Alors, on n'est pas obligé de toujours sentir qu'on doit appartenir à un bâtiment où on n'a plus d'affaires à sortir. C'est bon pour la santé de prendre le bon air. Alors, quelques concepts. Là, on est dans l'audace complètement extrême qui est plus ou moins habitable. J'ai demandé si on était capable de l'habiter. Mais vous voyez que l'extravagance et ce danger-là d'extravagance, il est partout dans le monde. Ça, c'est un projet de plus grande qualité où on voit une cour intérieure avec différentes typologies d'espace, des terrasses qui communiquent les uns aux autres. Donc, une richesse d'espace intérieur. Les espaces, les places publiques vont devenir vraiment les lieux de rassemblement un peu partout dans les projets. Et bon, quelques images des projets d'Estimoville à Québec que vous pouvez voir ici, donc des milieux éco-quartiers qui vont devenir, à notre avis, vraiment le futur. Donc, tous les grands projets de développement qui vont se faire vont avoir ce regard-là responsable et, à mon avis, assez stimulant pour pouvoir poursuivre sa vie.